Rendez-vous donc avec un homme qui connaît bien l'histoire du Burkina Faso, cet état centenaire, le professeur Domba Jean-Marc Palm, directeur de recherche en histoire politique à la retraite. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci donc de répondre à notre invitation. Vous avez donc, dans le cadre de ce cinquantenaire, offert au Burkinabé un livre sur cette histoire du Burkina Faso, 100 ans du Burkina Faso, la Haute-Volta donc à l'actuel Burkina Faso. C'est toute une histoire que vous connaissez très bien. Et là, votre livre, vous le découpez en 3 parties, à commencer déjà par les enjeux de la création d'ailleurs de la colonie 1919. Quel était à l'époque l'intérêt de la France dans la création de cette colonie? D'abord, merci Aubin. J'essaie de mettre modestement à la disposition de la jeune génération des matériaux qui leur permettent de connaître un peu l'histoire de leur pays et également donc qui alimentent un peu leur action. Parce que quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on défend, on n'arrive absolument à rien. Donc c'est modestement, disons, les matériaux que je mets à la disposition de la jeunesse pour son action, parce que c'est elle la relève. Pour la question en ce qui concerne l'enjeu, les enjeux, vous savez que les territoires qu'on appelle les territoires voltaïques, qui vont constituer la Haute-Volta, ont fini d'être conquis en 1898. Il y avait déjà une colonie qui existait, le Haut-Sénégal-Niger. La France a intégré ces territoires voltaïques-là dans le Haut-Sénégal-Niger. Mais c'était vaste. Et vous prenez un peu tous les territoires voltaïques, vous l'intégrez dans le Soudan français de l'époque, donc le Mali, et vous partez du Niger, vous voyez, c'est immense. Et les Français vont se rendre compte justement que c'est immense lorsqu'il va y avoir la première insurrection populaire en 1915-1916 qui a embrasé toute une partie du pays. Les Français se rendront compte que le territoire est extrêmement immense, il n'y a pas suffisamment de personnel, et donc le contrôle des territoires nouvellement conquis était difficile. D'où justement la division du Haut-Sénégal-Niger en 2, une partie donc le Soudan et une partie de la Haute-Volta. Mais ça n'a pas été aussi immédiat. Hein. À un moment donné, les gars ont demandé qu'on crée effectivement deux colonies. Une colonie qui aurait eu comme capitale Bamako, une colonie qui aurait eu comme capitale soit Bandiagara, soit Waïguia. Mais les gens ont estimé que bon, les autres parties du territoire allaient avoir des problèmes parce que la capitale allait de Bamako, c'est assez éloigné, ou Waïguia ou Bandiagara, c'est assez excentré. Finalement, on va arriver donc à créer la colonie Haute-Volta dans les limites qu'on a connues. Qu'on n'a connues pas aujourd'hui, parce qu'en fait, la première frontière de la Haute-Volta avec le Niger allait jusqu'au fleuve Niger. Donc vous voyez un peu. C'est lorsqu'après, en 1947, quand on va reconstituer la colonie, qu'on va faire reculer la frontière de 100 km, parce que la capitale du Niger, qui était à Zender, a été ramenée à Niamey, au bord du fleuve. Bon, on a reculé donc la frontière de peu près 100 km, et c'est ça qui donne le découpage actuel. Alors vous parlez donc de cette insurrection populaire, de la boucle de la Volta, en 1915-1916, qui aurait été pour quelque part l'élément aussi déclencheur. Mais parlons des objectifs de la France à l'époque. Je crois savoir que, comme vous le dites dans votre livre, il y a eu d'abord cet objectif qui était de contrôler les zones de rébellion. Justement, c'était pour ça. Comme le territoire était trop immense, on n'arrivait pas à contrôler. Et les populations telles que, par exemple, les lobbies avaient été insuffisamment pacifiés, comme ils disaient, pacifiés entre guillemets. Il fallait donc, à partir de la nouvelle colonie, mettre en place des autorités qui pouvaient donc mieux contrôler la population, notamment les populations qui étaient encore insoumises. La deuxième raison, elle est économique. La deuxième raison est essentiellement économique parce que on a estimé que la nouvelle Haute-Volta avait 3 millions d'habitants. Ce chiffre est fantaisiste parce qu'il n'est basé sur aucune donnée scientifique. Mais c'est sur cette base-là que la France a bâti sa politique coloniale en Haute-Volta. Donc, notamment la main-d'œuvre qu'il fallait... Ben ouais, c'est la main-d'œuvre qu'il fallait utiliser pour développer les autres colonies, notamment la Côte d'Ivoire, où on avait besoin de main-d'œuvre pour l'exploitation du bois, pour les cultures de rente, café, cacao,
pour également construire les routes, construire les bâtiments. Et au Soudan français, c'est-à-dire l'actuel Mali, les Français venaient de créer donc l'Office du Niger. Il fallait des bras pour la culture du coton et du riz. On avait prévu même de déplacer 6000 familles voltaïques au Soudan français dans l'Office du Niger. C'est insensé. Mais en fait, ça montre un peu pourquoi, justement, les enjeux économiques qui expliquent l'utilisation de la population voltaïque comme main-d'œuvre. Il y avait ce célèbre journaliste qui parlait de taper dans le moussi. Oui, il y a Albert Londres qui disait justement que, en prenant un peu une image, comme si c'était un puits, chaque colonie vient taper dans le moussi pour aller se développer. Donc c'est ce que la Haute-Volta avait à offrir à l'époque? C'est ce qu'on l'a, disons, c'est la mission qu'on lui a assignée, mais ce n'était pas ça. Seulement que la Haute-Volta devait offrir, il pouvait offrir. Aujourd'hui, on dit que la Haute-Volta n'a pas de ressources. Moi, je dirais pas de ressources connues. Parce qu'en réalité, si on fait des études sérieuses, je crois que le BRGM français sait très bien quelles sont les richesses de la Haute-Volta. Je crois d'ailleurs que les recherches de plus en plus se sont en train de démontrer. Absolument. Alors, quelle était à l'époque, est-ce qu'on a pensé à la viabilité justement de la colonie, puisqu'on estimait qu'il n'y avait pas assez de ressources et que c'était plutôt la main-d'œuvre qui était le plus important? La colonie était viable. Parce qu'en réalité, pour arriver par exemple à la dislocation de la colonie en 1932, les gens ont évoqué justement ces raisons de viabilité, mais ce n'est pas vrai. En réalité, c'est que les colons français, qui étaient dans les autres colonies qui jugeaient plus rentables, à partir de ce qu'on voyait, ont fait pression. En réalité, et on est parti d'une sécheresse qu'il y a eu en 1925 pour dire que la colonie a eu des problèmes, elle n'est pas viable. Ce n'était pas la seule colonie qui avait connu la sécheresse en 1925. Il y avait le Niger, il y avait la Mauritanie. En réalité, comme j'ai dit, l'objectif, c'était un objectif purement économique. Utiliser la main-d'œuvre dans la mesure où cette fameuse importante population a été ce qu'on peut appeler le drame de la Haute-Volta. Les Français n'ont pas passé à autre chose, si ce n'est mettre à profit cette population-là pour développer les autres régions, les autres colonies. Et donc il y a eu cette dislocation donc 32-47 et vous dites justement que ce sont des impératifs économiques. C'est pour des impératifs économiques. C'est les lobbies des colons français qui ont en fait pression sur le gouvernement pour ça. On a accusé l'inspecteur général des colonies qui a fait un peu la tournée, mais en réalité la décision était prise bien avant. Hein. Parce que les gars avaient besoin de la main-d'œuvre voltaïque sans tracasserie administrative. C'est pour ça, c'est ainsi que la Côte d'Ivoire a eu 56% du territoire. Calais du Katenkodogo. La seule partie qui était au Soudan, c'était la région de Waiguya. Et Fada, qu'on avait donné, la région de Fada, qu'on avait donné donc au Niger. Donc, vous voyez un peu comment ça a été dépecé et réparti. On comprend là que déjà les sociétés françaises ont joué un rôle important dans ce sens. Les hommes d'affaires plutôt français, les colons français ont joué un rôle important dans cette opération de dépeçage du territoire. De la main d'œuvre donc bon marché, sans tracasserie. Sans tracasserie, vous dites bon marché, si ce n'est pas gratuit. C'est gratuit, juste. Et il y a eu aussi, à l'occasion, cet éveil, cette conscience nationale, vous dites, par rapport à la lutte pour la reconstitution. Oui, parce que quand même les populations ont pris conscience du fait que, bien que les colonies, les parties de la colonie ont été rattachées à d'autres colonies, étaient délaissées. Aucune infrastructure, aucun investissement, rien. Juste utiliser la main-d'œuvre pour développer les autres régions. Ça a développé une sorte de conscience nationale, je mets ça en guillemets, parce qu'il n'y avait pas encore une nation. Et les luttes se sont engagées pour la reconstruction de la colonie. D'abord, on aurait pu dire qu'à l'époque, ces voltaïques auraient pu se dire, ça nous arrange, désormais on fait partie de la Côte d'Ivoire, économiquement, peut-être on gagne plus à être dans la Côte d'Ivoire que de rester dans la Haute-Volta. Et c'était évident qu'on gagnait plus. De toute façon, le débat s'est mené. Hein. Vous avez des hommes politiques tels que, par exemple,
le RDA, qui était installé dans la partie ouest de la Haute-Volta depuis 1946 avec le PDCI RDA, qui avait déjà des cellules dans cette région, jusqu'à Koudougou. Et lorsque le RDA est né le 18 octobre 1946, les structures du PDCI se sont transformées en structures du RDA. Et ils voyaient bien l'opération. Quel était le but réel de l'opération de reconstitution? Ce n'était pas évident que la reconstitution allait favoriser le RDA. Donc certains hommes de l'Ouest n'étaient pas d'accord qu'on revienne à la Haute-Volta reconstituée. La reconstitution ne plaisait pas forcément à tous les voltaïques. Non, ça ne plaisait pas forcément à tous les voltaïques parce que, comme je l'ai dit dans le fascicule, il y a eu des réticences. Vous avez vu, par exemple, le RDA, comme j'ai dit, qui était implanté à l'Ouest, a compris un peu les enjeux. Parce que, souvenez-vous, nous étions en pleine guerre froide. Et c'était la guerre froide, c'est la lutte entre le capitalisme et le communisme qui battait son plein à l'époque. Et une chose est là, le RDA était lié au Parti communiste français en France. Donc, on créditait un peu, on accusait le RDA d'être communiste. Et vous savez qu'à un moment donné, pour la reconstruction, il y en a qui ont proposé qu'on crée une colonie de Haute-Volta constituée uniquement des Moussis et assimilés. Parce que vous le dites aussi dans le document, la politique coloniale, c'était aussi ça, constituer ce bloc Moussi. Pas constituer ce bloc Moussi. Ils sont partis du bloc Moussi et comme dans toutes les colonies, ils sont appuyés sur les groupes qu'ils estimaient majoritaires. Par exemple, si vous prenez au Sénégal, ils sont appuyés sur le Wolof. Si vous prenez au Soudan, ils sont appuyés sur les Bambara. Et ici, ils sont appuyés sur le Moussi, qui semblait être le groupe le plus important, le plus compact et le mieux organisé. Ils se sont servis même de l'exemple du royaume Moussi pour mettre en place dans les régions qui n'étaient pas structurées hiérarchisées, pour mettre en place certaines structures administratives telles que le chef de canton, en regroupant des villages, en mettant à la tête soit un ancien militaire, soit un serviteur d'un quelconque français. Parfois, il y avait même des chefs de canton qui étaient dans ces régions, qui ne parlaient même pas la langue de la région des populations dont ils étaient les chefs, et qu'ils ne connaissaient même pas. Donc, en réalité, ça leur permettait, à partir du bloc Moussi, d'étendre l'influence française dans l'ensemble des populations et sur l'ensemble du pays. En constitution donc des cantons, mais pour la... Par exemple. Entre-temps aussi, il y a eu des réticences à ce niveau, au niveau des chefs cantons par rapport à la reconstitution. Non, pas les chefs de canton. Les chefs de canton, je m'explique. En fait, les chefs de canton, je parle, c'est la structuration administrative que les Français ont mise en place dans certaines régions où il n'y avait pas ça. Prenez par exemple dans la région de l'Ouest. C'est soit des sociétés, on dit improprement, sans État. Non. Des sociétés, on dit acéphales, c'est pas vrai. Il y a des chefs. Mais ce n'étaient pas des sociétés organisées, hiérarchisées. Il n'y avait pas ce qu'on trouve, par exemple, dans le royaume Bossé. C'était des populations, des sociétés lignagères. Et les Français sont partis de là, ou des sociétés lignagères, ou des sociétés villageoises. Les Français, donc, sont partis de là, en mettant en place une administration qui leur permettait d'utiliser ces chefs-là à des fins précises. Le portage, réquisitionner les populations pour le portage, récupérer l'impôt. Et ces chefs-là se servaient à ça. Ils ont organisé donc ces régions de l'Ouest-là, administrativement, pour pouvoir s'en servir. Alors que dans les royaumes Moussé, il y avait déjà cette structuration et cette hiérarchisation qui était là. Ils s'en sont juste inspirés pour mettre en place quelque chose qui puisse leur servir dans les régions où ça n'existait pas. Il y avait tout de même cette politique un peu de division. Pas un peu. Le gouverneur Albert Mourag même a allé jusqu'à dire diviser le pays en Est Moussi et Ouest non Moussi. Ça lui permettait donc de diviser et de régner. Mais les hommes politiques à un moment donné ont pris conscience de ça. C'est ainsi par exemple que le Parti social d'éducation des masses africaines de Joseph Colombo, qui est né en 1955, et le RDA ont fusionné pour donner le Parti démocratique unifié, afin justement de lutter contre cette division factice du pays en Ouest, non Moussi et Est Moussi. Malheureusement, cette alliance n'a pas non plus duré. Mais pour cette reconstitution, vous l'avez dit, il y a eu donc cette poussée nationaliste.
Mais organisé autour quand même d'un leadership. Qui étaient alors les meneurs? Bon, pour la reconstitution, il faut rendre grâce d'abord le chef Moussé, notamment le Moro Nava Kom. À sa mort en 1942, son fils Moro Nava Saga a repris le flambeau. Et ils ont mené un ensemble d'actions, justement, dans ce sens-là, pour la reconstruction. Il y a eu d'autres hommes politiques qui sont mêlés, justement, à cette lutte-là. C'est d'ailleurs dans le cadre de la lutte pour la reconstruction de la Haute-Volta que le Moro Nava a créé l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, UDHV, qui est devenu, en 1946, un parti politique, l'Union voltaïque. Et il y a eu d'autres hommes politiques d'autres régions de la Haute-Volta qui sont mêlés à ce combat. Je peux par exemple citer Naziboni. D'accord. Un travail donc qui a permis donc d'aboutir à cette reconstitution en 1947. Mais après, c'est aussi, par la suite, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a été aussi un combat permanent pour aller jusqu'aux indépendances. C'est aussi, là aussi, cette période-là, beaucoup d'enjeux de lutte politique. Oui, beaucoup de luttes politiques, comme vous dites, parce qu'en réalité, le problème posé, quoi, c'est la guerre de positionnement, en réalité. Bon, vous avez un ensemble de partis qui existaient dans le pays. Si je prends avant, de 47 à 54, vous avez essentiellement deux gros partis. Pas le PDCI, le PDV-RDA, le Parti démocratique voltaïque RDA, créé en 1947 au congrès de décembre à Bobo en 1947. Et de l'autre, vous avez l'Union voltaïque. Le PDV-RDA avait une politique d'essence progressiste. L'Union voltaïque, UV, était en fait un parti politique qui avait été créé grâce au soutien de la chefferie traditionnelle Mouaga, de l'administration coloniale française et de l'Église catholique. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans le livre, pour la reconstitution, l'Église catholique s'est investie à fond, au point où Oufouet-Boigny disait que, appelait la Haute-Volta de Monseigneur Thévenot. Donc, jusqu'en 1954, c'était les deux grands partis. C'est à partir de 1954 qu'il y a eu le multipartisme, disons, qui va se créer. L'Union voltaïque va se scinder. Naziboni, qui était membre de l'Union voltaïque, va quitter et créer le mouvement populaire africain, parce qu'il disait que l'UV était un mouvement, un parti politique ankylosé, dominé par l'administration française et la chefferie Mouaga. En 1955, Joseph Konombo va créer le Parti social d'éducation des masses africaines, en disant qu'il va défendre les intérêts des Moussis. En 1956, vous avez au nord un autre parti qui va naître, le mouvement démocratique voltaïque, avec Dorange et Joseph Konombo. Donc on arrive à un multipartisme. Donc le bipartisme qui a régné jusqu'à là était fini. Mais en 1957, le vrai problème, on arrivait à quoi? C'est la loi cadre. Et la loi cadre donnait aux Africains, colonisés, un ensemble de... à détenir des réformes. D'abord, il y avait le gouvernement, il y avait les ministres. Donc c'était un nouveau type de régime, un nouveau type de... ces réformes amenaient donc un ensemble de choses. D'où la lutte s'est engagée pour le positionnement. Et c'est là où justement, Ouenzin, qui venait d'être élu, mais il était toujours député RDA en Côte d'Ivoire, en France. On va le chercher pour qu'il vienne être vice-président du Conseil. Donc, en quelque sorte, un premier ministre. Mais il y avait en place un certain nombre de partis politiques et d'hommes politiques qui cherchaient aussi le poste. Vous avez entre autres Joseph Konombo, vous avez entre autres Joseph Ouedraogo, qui estimait que, bon, d'abord, les Moussis sont les plus nombreux, deux, eux, ils avaient lutté pour la reconstruction de la Haute-Volta et Ouenzin n'était pas là. Quoique Gérard et Joseph Konombo disent que c'est eux qui ont demandé à Oufouet de laisser rentrer Ouenzin. Je ne sais pas si c'est vérifié. Donc on parle là donc, des acteurs. À l'époque, comme vous l'avez dit, il y avait effectivement les formations politiques, il y avait les syndicats, mais aussi il y avait les associations. Il y avait les syndicats. Les syndicats sont nés en Haute-Volta à partir de 1946 à Bobo-Dioulasso. Ce n'est qu'à partir de 1948 qu'on voit apparaître les syndicats à Ouagadougou.
Donc c'était une force sociale qui agissait et qui luttait, qui avait pris fait cause également pour l'émancipation. Et vous avez des syndicats qui avaient différentes tendances, tendances qu'on dirait révolutionnaires et tendances réformistes, comme on le voit aujourd'hui. Et vous avez également des partis politiques dont je viens de parler. Et vous avez des associations qui ont également contribué à la lutte. Aujourd'hui, on parlait de société civile, telles que le CFA, qui était né à Dakar et qui regroupait près de 28 000 adhérents, sinon plus. Et le plus gros nombre d'adhérents était en Haute-Volta. Ils ont beaucoup joué, par exemple, sur un ensemble de réformes et sur la conscientisation même des populations. C'est des structures supranationales. C'était généralement des structures supranationales. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, justement. Les gars ils sont retrouvés chacun dans ses petites frontières. Je ne sais pas, est-ce qu'on gagne ou change? La question est posée. Voilà. Et à l'époque, vous dites, dans les pratiques, il y a ce jeu politicien, il y a notamment l'ethno-régionalisme qui était suffisamment utilisé. L'ethno-régionalisme a été très très utilisé et malheureusement, on en sent encore les effets aujourd'hui. Tout à fait. Si tu prends par exemple, dès la création, pour le retour même à la création, à la reconstruction de la Volta, les gars de l'Ouest n'étaient pas d'accord. Certains disaient que ça va être une moussilisation de l'ensemble de la population. Il y en a qui disaient, bon, les gars, par exemple, les populations de Yatenga, notamment les chefs de Yatenga, disaient, on ne revient pas à la Volta parce que si on revient, le Yatenga ne va pas être sous les tutelles du Moro, ce qui n'est pas si vrai que ça. Et les gars de Fada disaient qu'eux, ils ne reviennent pas, ils sont bien au Niger, ils sont considérés. Bon, des pourparlers ont permis qu'on surmonte ces réticences et qu'on vienne donc à la création de la Volta. Dès 1948, lorsque la colonie a été reconstruite en 1947 et le Conseil général, c'est-à-dire une sorte d'assemblée de l'époque, a été mis en place, le premier budget de 1948 a été fait de manière curieuse. 50% pour l'ensemble de Ouaga, pour Ouaga, et les autres 50% pour le reste du pays. Vous voyez déjà, 2 poids 2 mesures. Ça a donné même lieu à une bagarre, une polémique intense entre Nazi Bouni et Joseph Colombo. Puis après, vous avez vu tout à l'heure la création de l'UV et la réponse de Joseph Colombo en créant le PCMA, défendre les intérêts. Et la mise en place du gouvernement. Il y a eu aussi un problème avec la contestation de Ouezin Coulibaly. Et Ouezin, justement, pour lutter contre ça, pour la formation du gouvernement, bien qu'étant allié, même pas allié, ayant fusionné avec le PCMA pour donner le PDU, il n'a même pas informé Joseph Colombo qui était le président du parti. Il a pris langue avec Gérard Kango, ils sont allés à Abidjan, ils ont formé le gouvernement. Et Ouezin estime que c'était sa manière à lui de lutter contre l'ethnocentrisme, dans la mesure où les gens de Ouaga veulent coûte que coûte avoir les premiers rôles et être devant. Même le gouverneur Mourak, à un moment donné, a dénoncé cette tendance-là des gens du plateau. Et pourtant, c'est le colon qui a... Le colon a cultivé ça. Mais je crois qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ça causait plus de problèmes que ça n'en résolvait. Et par la suite, disons, cette idéologie rétrograde-là a été utilisée. Lorsque Maurice Yamego, par exemple, a remplacé Ouezin Coulibaly en 1959, pour être président, les députés RDA n'en voulaient pas, compte tenu de ses mœurs politiques, ils en avaient peur. C'est qu'est-ce que Maurice a fait? Elle a dit aux gars de RDA, bon, vous ne me voulez pas. Vous avez pris Kalenzanga qui est de Kaya. Eh bien, vous allez regretter. Parce que les Moussis du plateau n'ont jamais estimé que nous, les Moussis de Kourou, nous sommes les Moussis, nous appellent les Gouroussis. Si vous prenez Kalenzanga, ça n'est fini des gars de l'Ouest. Hein. Personne ne va être encore président. On ne va pas accéder à un certain poste. Vinama Djibril, la veuve de Ouezin, Sibri Salambéré ont pris leur bâton de pèlerin pour convaincre
pour convaincre les députés RDA de voter, enfin les conseillers RDA de voter pour Maurice. Mais en plus, Maurice a ajouté ceci. Il était à ce retort. Elle a dit aux députés avant qu'ils se réunissent officiellement, elle les a réunis, il dit, bon voilà, vous ne me voulez pas comme président. D'accord. Mais il avait fait voter les pleins pouvoirs qui couraient pour 3 mois. Il dit, bon, ces pleins pouvoirs-là, je les ai toujours. Hein. Avant que vous vous réunissez, je vous dissous. Et on part aux élections. Vous savez très bien que les vainqueurs, ce sont nos adversaires de Péra, ils sont dehors. Je dissous, on repart aux élections, des élections claires, clean, on va voir qui va revenir. Réfléchissez. Les gens n'ont pas réfléchi très longtemps. On a investi Maurice. Mais Maurice, justement, une fois installé, pour pouvoir conquérir l'électorat du centre, il s'est lancé dans une politique des plus curieuses. D'abord, il a fait venir de Bobo Dioulasso, qui était effectivement la ville économique de l'époque, tous les magasins qu'il y avait, Monoprix, Square, et autres Périssac, qui étaient à Bobo. Il leur a intimé l'ordre de venir à Ouaga. Vous ne venez pas à Ouaga, vous quittez. Et même bien avant, lorsqu'il y a eu la Fédération du Mali, qui a été décidée à Bamako, Bobo Dioulasso a été pressenti pour être la capitale. Ce que Maurice a fait, il a dit au Moro Nava, bon, comme tu es là, tu dors. On va donner la capitale là à Bobo Dioulasso. Vous allez voir un peu ce que ça va être. Et le Moro Nava, qui était d'accord avec la procédure de la création de la fédération, s'est rétracté et a sorti un papier pour dire que on prend des décisions qui ne reflètent pas du tout les situations réelles, historiques de nos différents peuples et de nos différentes sociétés. Donc, il était contre. Ce point de vue d'ailleurs a servi à Maurice à demander les pleins pouvoirs, qui lui ont servi donc à s'imposer aux députés et à prendre le pouvoir. Donc vous voyez, un ensemble d'actes est entré un peu à l'ethnocentrisme, au repli identitaire. C'est important justement pour comprendre. Qui ont amené pas mal de problèmes. Parce que pour certains qui peut-être ne connaissent pas l'histoire, ont l'impression que c'est un discours nouveau et pourtant ça a toujours existé. Ah, ça a toujours existé, c'est pas une génération spontanée. Hein. Ça a toujours existé. Et je crois que le tort, justement, c'est que les curricula dans les écoles ne mettent pas l'accent sur certains aspects de l'histoire du pays qui permettraient justement aux élèves et aux étudiants de connaître la situation. Et on permettra aussi d'avoir l'antidote pour effectivement marcher vers la création d'un État-nation. C'est ce processus-là dans lequel nous sommes. Et malheureusement, le repli identitaire refait surface et devient de plus en plus aigu aujourd'hui, ce qui est dangereux c'est peut-être ça pour aussi, la cohésion. La différence entre la responsabilité des acteurs à l'époque qui savaient l'utiliser, mais qui savaient mettre le pays au-dessus de tout par rapport à aujourd'hui. Oui, disons qu'il y avait quand même ce sentiment national qui était un peu plus développé. Et je pense que, curieusement, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, ce sentiment devait être beaucoup plus développé, mais je ne comprends pas. C'est que même par la suite aussi, il y a eu ce sentiment régionaliste-là. Vous avez entendu parler, en 1977, du mouvement autonomiste de l'Ouest, du Mao. Et à un moment donné, Nazi Bouni, estimant que l'Ouest n'était pas très bien servi dans le pays en 1954, a demandé qu'on divise la Haute-Volta en deux. Le Mao va reprendre cette idée en demandant qu'on divise le pays en deux. La République du Conédougou à l'ouest, frontière Boromo, et le reste. Bon, je pense que le sentiment, est-ce vrai, est-ce faux, à tort ou à raison, ça part, à mon avis, des développements inégaux des différentes régions. Et ça, il faut qu'on mette l'accent dessus justement, pour que dans les différentes régions, il y ait un minimum et que les gars se sentent justement intégrés au Burkina. À mon avis, ça permettrait de... La construction de l'État-nation passe par là également. À mon avis, la construction de l'État-nation passe par là, forcément. C'est aussi dans ce parcours, dans cette histoire, le rôle de l'Église. Il est important. Oui, l'Église a joué un très grand rôle dans... Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'Église prendre des positions politiques, parfois, ça étonne, ça blesse. Et pourtant, l'Église a toujours été présente. L'Église a toujours été présente dans la vie politique du pays, hein, dès les débuts. D'abord,
Ne serait-ce même que pour, à travers des œuvres sociales, l'école, la santé, ce qui lui a permis d'avoir une certaine influence et d'avoir une certaine crédibilité. Et Monseigneur Thévenoud a beaucoup eu un rôle politique. Par exemple, en 1948, les premières élections pour élire les conseillers, ce qu'on appelait les conseillers, donc en quelque sorte les députés, l'Église catholique a sorti une lettre pastorale pour dire il faut voter pour ceux qui croient en Dieu. Parce qu'à l'époque, on accusait les RDA d'être communistes. Si, à l'époque, communiste, ça veut dire athée. Et c'est ainsi que l'Union voltaïque a toujours dominé la scène. À l'époque, en 1948, le RDA n'a eu que combien? 8 députés, 8 conseillers. Par la suite, ils n'ont même pas eu de conseillers. Le RDA ne va en fait renaître qu'à partir de 1956, lorsque ils vont faire la fusion avec le PCMA pour prendre pied sur le plateau Moussi. Avant, ils étaient là, mais insignifiants. Et l'Église catholique a joué un grand rôle en étant conseiller de Moro Naba et en aidant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la création de l'Union voltaïque. Et c'est pourquoi, au fait, disait que quand on a recréé la haute voltaïque, c'est la haute voltaïque de Monseigneur Thévenoud. Et l'Église catholique a toujours joué un rôle dans la vie politique de notre pays. Que vous prenez 1966. Le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire. Que vous prenez 1975, la lutte contre le parti unique, le MNR, que le GRN avait décrété. L'Église catholique a pris position nettement contre. Que ce soit par la suite, les deux événements. Et jusqu'au 30-31, 2014, vous avez vu un peu la position de l'Église catholique et sur le Sénat et sur l'article 37. L'Église catholique, si je peux dire, est pratiquement incontournable dans la vie politique de notre pays ici. Et est-ce qu'on peut dire finalement que durant tout ce cheminement historique, politique, les acteurs justement politiques ont toujours travaillé à déconstruire cette vision qu'on voudrait, c'est-à-dire cette nation? Non, je ne pense pas. Au contraire, en fait, tout ce qui a été mis en place, c'est pour travailler pour la construction de l'État-nation. Si je prends par exemple en 1960, la création du parti unique, c'était justement dans l'objectif de fondre le monde ensemble. Parce qu'on estimait que si on partait du multipartisme, il y allait avoir des partis ethniques. Par la suite, si on prend par exemple au moment de la Révolution, il y a un ensemble d'éléments qui figuraient sur les pièces d'identité. Vous n'avez pas connu ça, l'ethnie. Ont été supprimés. Et la politique mise en place par le CNR, justement, à travers la recomposition administrative du pays, et à partir des noms des différentes régions, c'était justement pour aller, tout en tenant compte des diversités ethniques, mais aller dans la construction justement de l'État-nation. Je ne crois pas que les gars aient lutté pour la déconstruction. Il y a certains, à des moments donnés, qui utilisaient ça. Je prends par exemple le cas de Joël Ouedraogo. Il a utilisé ça à des moments donnés. Mais en réalité, c'est un jeu politicien. Lorsque, par exemple, Lamizana était candidat en 1978, il n'a pas hésité à dire les vrais Moussis ne vont pas voter pour un non-Moussi. Et Lamizana de lui répondre que nul était la campagne électorale, il l'aurait fait arrêter et jeter en prison pour attaque à la cohésion de l'État. Mais en fait, c'est un jeu politicien. Consciemment, non. Théoriquement, et même pratiquement, les gars ont travaillé pour la construction de l'État-nation. Par rapport à l'histoire, depuis la création, la dislocation, tout ce qu'on va mener, est-ce que dans la sous-région, dans les pays qui nous entourent, est-ce qu'il y a eu cet engagement assez poussé au niveau national? Non, mais ces pays-là aussi n'ont pas connu notre histoire. C'est ça aussi le problème. Les problèmes que nous avons connus créent la résistance et créent une volonté de vivre ensemble et créent une volonté d'exister. Il y a l'inclémence même de la nature qui nous amène à faire beaucoup plus d'efforts. Et bon, c'est pour ça que le voltaïque, le burkinabé, c'est, disons,
des personnes battantes, des personnes qui sont conscientes des défis à relever et qui mettent tout en œuvre pour les relever. Et de façon globale, quand on regarde aussi le colon, la France, on peut dire aussi que ça a été une vision déjà par rapport à ces colonies, mais ça veut dire que durant tout ce temps, la France a toujours réfléchi à comment on développe, comment on fait des conquêtes, comment on développe son économie, on développe ses affaires. Ça a toujours été cette vision qui a toujours animé, avec tout ce qui va avec, comme politique, Cuba, etc., de division dans les colonies. Mais écoutez, vous voyez que les Français sont lancés, ou les autres États là sont lancés dans la colonisation à des faits humanistes? Non, c'était les intérêts qui étaient en jeu, les intérêts de leur économie. Ça permettait de renflouer leur économie. C'est dans cet objectif. Et comme dit De Gaulle, les pays n'ont pas des sentiments, ce sont des intérêts, point barre. Et les objectifs, en vérité, n'ont pas changé aujourd'hui. Ça n'a pas changé, mais c'est à vous justement de vous prendre en charge et de voir qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller et comment vous pouvez organiser pour atteindre vos objectifs à vous. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous donner, vienne bâtir votre pays pour vous. C'est ça aussi. Est-ce qu'on peut dire justement que les acteurs d'hier étaient plus, par rapport à cette lutte pour l'indépendance, pour l'autonomie, étaient plus audacieux, étaient plus dynamiques, étaient plus courageux que les acteurs d'aujourd'hui? Non, plaçons les choses dans leur contexte. Ils étaient dans un contexte où ils avaient fait preuve de bravoure en luttant pour arriver à l'indépendance, c'est vrai. Maintenant, les enjeux, les objectifs sont différents. Et il a fallu déterminer ces enjeux et se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'on se fixait. Je ne pense pas que quelques générations que ce soit aient démérité. Chacun a essayé de bâtir ses pyramides selon son contexte et selon les moments. Maintenant, il faut faire le bilan. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Pourquoi on n'a pas réussi? À chaque génération a tiré ses leçons à faire son bilan. Faire son bilan, justement, d'où cette mise en perspective, et vous le dites justement dans le document. Quel legs pour la jeunesse? C'est toute la grande question aujourd'hui. C'est toute la grande question aujourd'hui. Quel legs pour la jeunesse? Aujourd'hui, par exemple, notre pays a connu sur le plan, par exemple, sur le plan de l'organisation, des différents partis politiques, des syndicats, des organisations de la société civile. Ça foisonne aujourd'hui. C'est l'ère du temps. Mais concrètement, quel est l'apport de ces différentes organisations à l'avancée du pays, à la résolution des problèmes? Toute la question est là. Avant, si on prend par exemple le mouvement étudiant, il y avait un seul mouvement, l'UGF. Et l'UGF, justement, a été un cadre magnifique de conscientisation et de prise de conscience des jeunes. Aujourd'hui, l'UGF est morcelé. Enfin, le mouvement étudiant est morcelé. Il y a plusieurs tendances. Est-ce que ça a renforcé le mouvement étudiant? Est-ce que l'IGF continue son rôle historique d'éducation, de formation, de conscientisation? Pour des questions. Les OSC qui naissent, quels sont les objectifs que ces OSC-là se fixent? Est-ce qu'elles réussissent effectivement à les remplir? Moi, je me pose des questions. Et voilà. Mais ça m'amène à tirer la conclusion suivante. Pour se développer, pour qu'un peuple existe, il faut qu'il y ait un idéal. Tant qu'il n'y a pas un idéal, le pays et le peuple se meurent. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui a cet idéal-là? Est-ce que nous, la génération précédente, on a su insuffler cet idéal-là aux jeunes? C'est toute la question. C'est toute la question, justement. Et ça reste une grosse interrogation. Il va falloir y répondre. La réponse, parce que le Burkina a encore son avenir bien devant. On est centenaire, mais on est amené aussi à progresser, à faire progresser ce pays dans le développement, dans la cohésion, dans le vivre ensemble. Et aujourd'hui, les menaces sont réelles. Les menaces sont réelles, effectivement. Et de ce point de vue-là, moi je pense que le problème que je pose, c'est l'idéal, est un peu lié à ça. Parce qu'à mon avis, la principale et la seule défense d'un pays, l'âme qui peut lui permettre cela,
c'est d'amener le peuple à avoir envie de le défendre. Tant que le peuple n'a pas envie de défendre son pays, vous verrez tout faire. Rien. Il faut que ce peuple-là ait envie, ait la volonté de défendre son pays, pour que les gens puissent relever les défis qui sont posés à eux. C'est comme ça que moi je vois les choses. Il faut un idéal. Il faut un idéal. Et il y a forcément des situations peut-être qui permettent de créer cet idéal. Il faut partir de quelque chose. La situation sécuritaire, par exemple. La situation sécuritaire, par exemple, donner justement envie au peuple de défendre son pays. Et là, la jeune génération a un rôle à jouer. Les défis actuels, là, vous devez jouer votre rôle. Et comme dit Kizerbo, il faut que vous œuvrez à construire vos pyramides. Et vos pyramides, c'est quoi? C'est la poursuite du combat que les aînés ont commencé. Ajouter de la terre à la terre. Il faut ajouter de la terre à la terre. Et là, le flambeau vous est tendu. Prenez-le, relevez les défis. Ne passez pas le temps à parler de la génération. Non. Comme je l'ai dit dedans, à mon avis, il n'y a même pas une lutte de génération. C'est pas parce que ceux qui posent le problème en termes de la vieille génération, ôtez-vous qu'on s'y mette là. Ils ont tout faux, à mon avis. Ça sera donc tout pour cet entretien avec le professeur Domba Jean-Marc Parme, qui a sorti une œuvre qui retrace l'histoire de ce pays centenaire. Merci de nous avoir suivis. Excellent suivi de programme sur BFM.